L'obscurité de la nuit est brusquement déchirée par les faisceaux erratiques des lampes torchées qui balaient la végétation dense et les recoins sombres des arrière-cours résidentielles. Le son dominant est celui d'une respiration lourde et saccadée, celle d'hommes en plein effort physique, mêlée au craquement sec des branches brisées et au cliquetis métallique de l'équipement policier qui s'entrechoque à chaque foulée. La poursuite est une chorégraphie du chaos. 6 officiers convergent vers un point invisible, guidés par les échos des radios qui crépitent des informations fragmentées sur la position du fuyard. Il est là-bas, derrière la clôture. Il court vers les camions. La tension est palpable, une électricité statique qui semble saturer l'air humide de cette nuit de juillet. Les policiers ne voient d'abord que des ombres, des mouvements furtifs qui s'échappent entre 2 abris de jardin. La sueur perle sur les fronts sous les casquettes, et l'adrénaline dicte chaque mouvement. Soudain, le suspect est acculé. Les cris de sommation éclatent comme des coups de tonnerre, mêlés en l'air. À terre, maintenant. Le suspect, un homme dont la silhouette se dessine enfin dans la lumière crue des torchers, semble hésiter une fraction de seconde avant d'être submergé par la force collective des agents. La lutte au sol est intense mais brève. On entend le frottement rugueux des uniformes contre l'herbe et la terre, le souffle court des officiers qui s'efforcent de maîtriser des membres glissants de sueur. Et enfin, le déclic libérateur et définitif des menottes qui se referment sur les poignets. L'homme est immobilisé, face contre terre, tandis que les policiers reprennent leur souffle, leurs poumons brûlants de l'effort, s'assurant que la menace est désormais neutralisée et que le périmètre est sécurisé contre toute autre surprise nocturne. Une fois la lutte physique terminée, une nouvelle phase de tension s'installe, plus psychologique cette fois. Le suspect est relevé et la lumière des torchers révèle un spectacle surprenant. L'homme est quasiment nu, vêtu seulement d'un sous-vêtement, ses vêtements ayant été abandonnés quelque part dans les ronces pour faciliter sa fuite ou pour tenter de se fondre dans l'ombre. Son corps est marqué par les stigmates de sa course folle. Des éraflures rouges et sanglantes strient ses bras, ses jambes et son visage, témoin muet des clôtures franchies et des buissons épineux traversés sans égard pour sa propre sécurité. Un officier remarque des taches de sang sur ses propres mains et sur son uniforme, signe de la violence de l'interpellation et de l'état de l'individu. Le suspect, loin d'être abattu, commence une joute verbale avec les agents. Sa voix, bien que marquée par l'épuisement, conserve une teinte de défi provocateur. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» demande-t-il avec une innocence feinte qui agace visiblement les policiers. Les agents, tout en le fouillant méticuleusement pour s'assurer qu'il ne cache aucune arme ou preuve supplémentaire, commencent à énumérer la liste des infractions. Ils parlent de vitesse excessive, de 62 000 par heure dans une zone limitée à 40 devant le Walmart, d'une fuite dangereuse depuis le parking du Taco Bell où il a manqué de percuter des civils innocents et des pompes à essence. Chaque accusation est accueillie par une dénégation ou un silence narquois. L'officier qui a mené la poursuite initiale le regarde droit dans les yeux, affirmant qu'il a eu tout le temps de l'identifier lors de sa fuite initiale. La confrontation est totale entre l'autorité qui a fini par l'emporter et l'individu qui tente désespérément de préserver un semblant de contrôle sur une situation qui lui a totalement échappé depuis le moment où il a écrasé l'accélérateur pour la première fois. L'interrogatoire se poursuit sur le bord de la route, près du véhicule de patrouille dont les gyrophares projettent des éclats bleus et rouges sur les visages fatigués. Le suspect essaie de jouer au plus fin avec les officiers concernant son identité, un jeu de chat et de souris verbales qui s'éternise. « Comment connaissez-vous mon nom si je ne vous l'ai pas donné ?» lance-t-il avec un sourire provocateur. Il conteste chaque nom que les policiers avancent, Richard ou Richardson, affirmant avec une certitude suspecte que ce n'est pas lui. Les officiers ne se laissent pas démonter. Ils ont l'habitude de ces tactiques dilatoires. Il lui explique avec une patience feinte que le propriétaire du véhicule qu'il a abandonné a déjà parlé, que les traces de sang dans l'habitacle correspondent à ses propres blessures et que la technologie des empreintes digitales mettra fin à tout débat dès son arrivée au centre de détention. Le suspect change alors de tactique, demandant de l'eau, se plaignant de la soif et de la chaleur, tentant de regagner une forme d'empathie humaine après avoir agi comme un prédateur sur la route. On lui apporte de l'eau, qu'il boit à petites gorgées sous surveillance, alors que les policiers commencent à fouiller les abords pour retrouver ses vêtements jetés ou d'autres preuves potentielles. La discussion glisse ensuite sur le terrain juridique. Il veut savoir s'il sera inculpé de fuite criminelle ou délictuelle. Sa connaissance précise des nuances de la loi trahit un passé judiciaire chargé, ce qu'il finit par admettre à demi-mot en mentionnant avoir déjà séjourné en prison pour des faits similaires de fuite. Cette confession involontaire ne fait que renforcer la détermination des officiers à documenter chaque détail de cette nuit,
sachant qu'ils ont affaire à un récidiviste qui ne reculera devant rien pour échapper à ses responsabilités. L'arrivée des services médicaux d'urgence apporte une brève diversion dans la procédure d'arrestation. Un infirmier, Wa, s'approche avec son équipement pour évaluer l'état de santé du suspect. L'homme, qui jouait les durs quelques instants plus tôt, semble soudainement préoccupé par les nombreuses coupures qui parsèment son corps. Il demande s'il doit aller à l'hôpital, s'inquiétant de la provenance de tout ce sang, bien qu'il soit évident que c'est le résultat de sa course effrénée à travers les bois. L'infirmier examine ses bras et son visage avec professionnalisme, alors que les policiers signalent qu'il y avait également du sang dans le véhicule qu'il conduisait, suggérant qu'il s'est peut-être blessé avant même de sortir de la voiture après son accident contre une boîte aux lettres. Pendant que le bilan médical est effectué, les policiers procèdent à l'inventaire des objets trouvés. Un petit sac de plastique contenant des résidus de marijuana et des outils de consommation est présenté. Le suspect admet qu'il avait sur lui, mais tente de minimiser la gravité en affirmant que c'est une quantité négligeable. C'est juste un délit mineur de possession de substances contrôlées, conclut l'officier, ajoutant une ligne supplémentaire à la longue liste des charges qui s'accumulent contre lui. L'ambiance reste lourde, l'humidité de la nuit rendant tout collant, des uniformes aux documents administratifs que les agents commencent à remplir sur le capot de la voiture. L'un des officiers exprime sa frustration d'avoir perdu son coupe-ceinture lors de la lutte initiale et repart avec sa lampe torche inspecter la zone de combat, illustrant le coût matériel et humain de ces interventions imprévisibles où chaque seconde peut entraîner une perte ou une blessure. Finalement, la décision est prise de transporter le suspect à l'hôpital pour un contrôle plus approfondi avant de le conduire en cellule. L'homme est escorté vers l'ambulance, ses mouvements désormais entravés non seulement par les menottes, mais aussi par la fatigue qui retombe lourdement sur ses épaules. Les policiers se regroupent pour un dernier débriefing sur le terrain. Ils comparent leurs observations, s'assurent que toutes les caméras corporelles ont enregistré les moments clés et discutent de la coordination qui a permis cette arrestation réussie. On a couvert la moitié de la ville à pied et on l'a quand même eu, lance l'un d'eux avec une pointe de fierté légitime. Le véhicule de remorquage arrive pour enlever la voiture du suspect, une épave qui témoigne de la violence de la conduite reckless. L'obscurité commence à laisser place aux premières lueurs blafardes de l'aube, et le calme revient peu à peu dans le quartier résidentiel qui a servi de théâtre à ce drame nocturne. L'homme, qui se croyait plus malin que la police en fuyant dans les bois et en cachant son identité, se retrouve face à la réalité implacable du système judiciaire. Les portes de l'ambulance se referment sur lui, marquant la fin de sa liberté et le début d'un long processus de jugement. Les officiers, quant à eux, rangent leur matériel, certains pensant déjà à la paperasse qui les attend au poste, d'autres à l'heure du petit déjeuner après une nuit blanche riche en adrénaline. La vidéo s'achève sur le bruit des moteurs qui s'éloignent et le silence de la nuit qui reprend ses droits, laissant derrière elle les traces d'une poursuite qui restera gravée dans les archives de la police de Greenbrier comme un exemple de persévérance et de professionnalisme face à un individu déterminé à défier la loi.